Bonjour à tous, vous êtes dans La Team de Sciences Po TV, la nouvelle émission bimensuelle qui parle enfin de sport à Sciences Po autour de chroniques et de débats. La première partie de notre émission sera consacrée aux chroniques de nos intervenants. Albertine, bonjour Albertine. Bonjour. Tu aborderas pour nous un fait inédit de l'actualité ou de l'histoire du football avec toute ton expertise. Barnabé, bonjour. Bonjour. Tu nous parleras toi de ce qui t'a frappé dans l'actualité sportive de ces dernières semaines avec ton humour et ta verve habituelle. Passons tout de suite aux choses sérieuses, c'est le moment des chroniques. Vous l'avez remarqué, l'Olympique Lyonnais revient fort dans ce début de saison 2014-2015. Et c'est l'occasion pour de jeunes joueurs d'éclore au plus haut niveau, comme c'est le cas du franco-algérien Nabil Fekir. Je crois que, Albertine, tu voulais revenir sur ce cas et nous parler du phénomène des doubles nationalités dans le football. Donc les plus mordus de Ligue 1 auront sûrement remarqué le très bon début de saison du jeune Nabil Fekir, milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, auteur notamment de 3 buts en 4 matchs, dont un doublé justement contre Lorient mercredi dernier. Alors indépendamment de ses bonnes performances, ce jeune joueur a aussi fait beaucoup parler de lui cette semaine dans la presse, puisqu'il a déclaré encore hésiter entre la sélection française d'une part et celle algérienne d'autre part. Donc le phénomène de double nationalité, c'est un phénomène très important dans le sport, qui entraîne des choix et qui impacte directement justement la composition des équipes nationales. Mais c'est cette actualité très anodine, en réalité, du jeune Nabil Fekir qui va me permettre de rebondir sur un fait lui beaucoup plus particulier, survenu entre les années 1950 et 1960 en pleine guerre d'Algérie. Donc à l'époque, Rachid Mekloufi est un joueur de l'AS Saint-Étienne, avec laquelle il remporte notamment un titre de champion de France en 1957. Il est rapidement considéré comme un futur grand joueur et il va même être titulaire à 4 reprises avec l'équipe de France, à une époque où justement cette question de la double nationalité ne se posait pas, puisque l'Algérie était considérée comme un département français. Néanmoins, contre toute attente, il disparaît un 14 avril 1958, abandonnant derrière lui une carrière pourtant prometteuse. En fait, il vient, avec 10 autres joueurs, de prendre le chemin de la Tunisie pour mettre sur pied l'équipe du FLN, donc du Front de Libération Nationale. Il joue alors pour un pays qui n'existe pas, mais va pendant 4 ans sillonner le monde entier avec sa nouvelle sélection pour promouvoir l'indépendance algérienne, ne disputant alors que des matchs contre des pays reconnaissant la légitimité du gouvernement algérien. L'aventure, elle, prendra fin 4 ans plus tard, après plus de 65 victoires, mais surtout après avoir obtenu gain de cause par la signature des accords d'Évian. Et donc c'est un épisode assez inédit, en quelque sorte, qui nous montre comment, depuis toujours, le football a été lié à des enjeux dépassant le cadre purement sportif, comme en l'occurrence des enjeux politiques, et pu être considéré comme un champ de bataille extrêmement symbolique. À aujourd'hui, 78 ans, Rachid Mekloufi est et restera à jamais l'un des plus grands sportifs révolutionnaires. Merci Albertine, et espérons que le jeune Nabil Fekir ne connaisse pas les mêmes mésaventures que Rachid Mekloufi. Je me tourne vers toi Barnabé, qu'est-ce qui t'a frappé dans l'actualité sportive de ces dernières semaines ? Le saviez-vous, il y a une semaine, dans l'indifférence générale, l'équipe de France de volleyball est passée à quelques points de la finale des championnats du monde qui viennent d'être remportés à domicile par la Pologne. Défaits au tie-break par le Brésil, les Bleus étaient tout près d'améliorer le meilleur résultat de leur histoire, une médaille de bronze au championnat du monde de 2002. Pourtant, les meilleurs volleyeurs français sont payés comme des stagiaires du football club de Sochaux et jouent la plupart du temps dans des salles des fêtes devant 3 pelés intendus. Même les médias spécialisés accordent moins d'importance à la finale du championnat de France de volley qu'à un misérable Dijon-Nancy en Ligue 2, on salue les délocs. Alors oui, le volley est le parent pauvre du sport collectif français, mais comment expliquer cette impopularité ? Pourquoi personne n'en a rien à foutre du volleyball ? La Fédération française manque cruellement de moyens du fait des faibles bénéfices générés par un sport qui semble réservé aux initiés. Si personne ne le diffuse à la télé, c'est bien parce que personne ne le regarde. Selon ses détracteurs, il n'est pas assez télégénique, soit pas assez distrayant, trop compliqué ou trop tactique. Trop intelligent peut-être ? C'est sûr qu'une Corse pour sauver le point suivi d'une attaque ligne dans les 3 mètres, c'est plus dur à savourer pour le profane qu'un cadrage débordement, un bon gros dunk ou une frappe de 30 mètres. Mais quand même. Enfin bizarrement, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. En Pologne, à nouveau sacrée championne du monde chez elle, les clubs jouent tous les week-ends devant les salles de 10 000 personnes à guichets fermés dans des rencontres retransmises en direct sur une chaîne publique. Peut-être comprennent-ils mieux les règles que nous les Français. En tout cas, malgré les bonnes performances en bleu de Rousier, Ngapet et Leroux, le volleyball est bien parti pour rester anonyme en France et on devra attendre l'été prochain et les joueuses de beach à moitié à poil pour le retrouver à la télé. Merci Barnabé, et on a entendu votre appel pour le volleyball en France. C'est le moment du débat. Marseille peut-il contrarier le PSG dans sa conquête d'un 3e titre consécutif de champion de France ? C'est la question que je vais poser à Albertine et Barnabé. Albertine, il me semble que vous pensez que l'OM peut jouer un rôle dans cette saison 2014-2015 ? Effectivement, oui, mais là on sait qu'ils sont sur une très bonne dynamique. Ils ont fait 5 victoires d'affilée. Ils surfent aussi sur la vague un peu amenée par leur nouvel entraîneur, Marcelo Bielsa.
Ils ont aussi l'argument de leur nouveau stade qui est toujours un plus dans une équipe. On peut mettre en avant le fait qu'ils aient un calendrier plus souple que l'année dernière, parce que c'est la première fois en la saison qu'ils n'ont pas été qualifiés pour la Coupe d'Europe, et que donc ils auront forcément moins de matchs à jouer qu'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Néanmoins, je ne sais pas si on peut dire que Marseille a un rôle à jouer, je vais dire un assez gros rôle à jouer jusqu'à pouvoir empêcher le Paris Saint-Germain de s'imposer, et je pense que c'est aussi l'avis partagé par Barnabé. Oui, je suis d'accord avec toi, l'OM jouera un rôle dans cette saison, pourra viser le podium, probablement espérer d'être devant Monaco, Bordeaux et Saint-Etienne au classement. Mais de là à espérer contrarier le PSG, c'est clairement impossible. Le banc est inexistant. Les Marseillais n'ont pas les armes, même avec Marcelo Bielsa, avec tout ce que vous voulez, pour rivaliser dans la durée avec le Paris Saint-Germain. Un mot peut-être sur André-Pierre Gignac, qui est sur une forme étincelante. 8 buts, si je ne m'abuse, depuis le début de la saison, dont encore un doublé contre Rennes. Alors effectivement, oui, il est très bon, André-Pierre Gignac, en ce début de saison. Surtout, il y a un argument positif pour lui par rapport aux autres saisons, c'est qu'il est plus seulement excentré sur l'aile comme auparavant, il joue beaucoup plus collectif et n'hésite pas à redescendre pour le bien de l'équipe quand c'est nécessaire. Néanmoins, de là à dire que sa forme étincelante va durer encore pendant quelques journées, et ce jusqu'à la fin de la saison, je pense que c'est un pari un peu trop osé pour l'instant. Vous mettez les mêmes limites à la forme d'André-Pierre Gignac, Barnabé ? Clairement, marquer 8 buts en 7 matchs, c'est une performance incroyable. Il fait mieux que Cavani, Zlatan et tous les attaquants du championnat sur cette période, mais on sait tous qu'il ne pourra pas tenir ce rythme sur toute la saison. Il va faire une bonne saison. Il a déjà fait la moitié d'une bonne saison. Il lui reste maintenant 30 matchs pour arriver à 10 buts et faire une saison honorable. C'est un peu moqueur vis-à-vis d'André-Pierre Gignac. Passons. Pour ce qui est de la relation tendue entre Bielsa, l'entraîneur, et Labrune, le président de l'OM, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça sent un peu la poudre, cette relation ? Je pense qu'on en fait beaucoup à propos de ça et que Bielsa lui-même ne fait rien pour calmer le jeu. Albertine, un mot sur ce sujet ? Je suis totalement d'accord avec Barnabé. De toute façon, Marseille, c'est une équipe qui aime bien quand même générer des problèmes en interne. Une saison quand même sans problème en interne de Marseille, c'est pas une bonne saison de Marseille pour moi. Donc voilà. Mais après, moi, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette histoire du fait qu'ils puissent ou pas contrarier Paris. C'est une équipe qui souvent commence bien ses débuts de saison. Ça avait été le cas l'année dernière, parce que l'année dernière, après la 7e journée, ils étaient 3e. Donc derrière Paris et Monaco, qui étaient les deux ogres de Ligue 1. On avait aussi fait beaucoup de titres en disant est-ce qu'ils peuvent jouer les troubles faits, est-ce qu'ils peuvent totalement contrarier le classement qui semble d'ores et déjà prédit. Et au final, ils ont terminé 6e, ils ont fait une des pires saisons de leur décennie. Donc il ne faut vraiment pas en faire beaucoup avec Marseille sur très peu de matchs. D'accord. Alors un mot pour conclure, est-ce que le Classico du 9 novembre sera décisif entre le PSG et l'OM ? Je ne pense pas, parce que comme l'a dit Albertine, Marseille, quel que soit le résultat du Classico, Marseille commence bien ses saisons et on peut trouver ça normal quand on a André Ayew, André-Pierre Gignac, Dimitri Payet et Florian Thauvin sur le terrain au début de la saison. Mais dès qu'il va s'agir d'avoir une profondeur de banc et des remplaçants, notamment en attaque, alors les remplaçants marseillais, ce sont Achille Anani, Michel Batshuayi, Bilal Omrani et Jérémy Porsan-Clément, qui a donc 16 ans. Ce sera peut-être pas suffisant pour le titre de champion de France. On peut effectivement douter de leur capacité à réaliser une saison très bonne jusqu'au bout. Voilà, c'était le débat dans la team de Sciences Po TV. On se retrouve très vite pour de nouvelles chroniques et débats autour d'invités réguliers. À très vite, au revoir.